Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler MotoGP pour faire le débrief du Grand Prix de Misano. Cette deuxième course sur le circuit de Misano, c'était le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Bien entendu, on reviendra sur Fabio Quartararo. On parlera donc du bilan des Bleus, le top et flop. On parlera également de la note du Grand Prix. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Très important, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, à mettre un pouce bleu, ça c'est toujours sympa. Puis ça permet de savoir si la vidéo vous a plu ou vous a pas plu. Voilà. Alors déjà, première chose, avant de commencer la vidéo, j'ai retrouvé de l'internet, mais c'est parce que je ne suis pas chez moi. Ma connexion internet étant toujours HS depuis bientôt 15 jours. Vol de câble, voilà, tout simplement. Il n'y a pas que dans le tunnel je sais plus, le tunnel sur Paris où il y a eu également un vol de câble. Donc ce qui fait que France Télécom Orange mettant un petit peu de temps à remettre les câbles en place, et bien là j'ai de la chance d'être pas chez moi pour avoir de l'internet, sinon ça aurait été compliqué. Quoique, quand je suis arrivé ici, le premier jour, je n'avais pas d'internet non plus. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là seulement ce mercredi, tout simplement parce que j'ai pas pu voir la course avant du fait que je n'avais pas d'internet. J'ai passé vraiment une semaine super. C'est là où tu vois que maintenant, on est presque plus dépendant de l'internet que de l'électricité. Parce que sans électricité, mais si tu as encore de l'internet, tu as la 4G avec ton téléphone. On passe, quoique moi j'avais même pas enfin je capte très mal la 4G chez moi, ce qui est aussi le problème. Si j'avais bien capté la 4G, j'aurais regardé la course. Mais moi je supporte pas de regarder des courses quand c'est pas fluide. On va avant aussi passer sur le débrief de ce Grand Prix, parler d'un débat qui agite le paddock avec une proposition faite par certaines personnes, notamment la Dorma, qui voudrait que les championnats du monde ne soient accessibles qu'à l'âge de 18 ans. Pour les pilotes moto, ça fait suite à l'accident de Jason Dupasquier, qui je rappelle avait 19 ans en passant, et les accidents notamment du cousin de Maverick Viñales il y a quelques temps en 300 cm3. Ça c'était du côté du Superbike. Moi, qu'est-ce que j'en pense du débat sur les Grands Prix à 18 ans? Moi, je pense que c'est un faux problème. Encore une fois, Dupasquier, il avait plus de 18 ans, il avait 19 ans. Moi, je pense que c'est pas le problème en plus sur Cette année, on a eu 3 accidents mortels en compétition moto importante, je dirais. Je crois me rappeler un championnat d'Europe, un championnat du monde et un championnat du monde MotoGP et un championnat du monde Superbike. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte sur ces accidents. C'est qu'on a eu des accidents où c'est un pilote qui tombe et qui se fait percuter par d'autres pilotes. C'est le cas pour l'accident de Viñales, c'est le cas également pour l'accident de Dupasquier, et je crois que c'est également le cas pour l'accident au championnat d'Europe. Ça montre bien que ce n'est pas l'âge, je pense. Le problème, c'est peut-être qu'on a un peu trop de motos, et surtout des motos qui sont trop proches en termes de performance. Moi, cette année, vous le savez, j'ai pas le temps de suivre la Moto 3. Enfin, pas le temps, c'est surtout que la connexion. Si j'avais une connexion internet potable, je suivrais la Moto 3, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. C'est aussi un peu dû à ma connexion. Mais je peux vous dire que quand on voit des courses Moto 3, on se dit c'est un miracle parfois qu'il n'y ait pas plus d'accidents graves en Moto 3, parce que les pilotes sont touche-touche tout le temps. Et on n'a pas 40 pilotes. En Superbike 300 cm3, là vous avez des pelotons de 40 pilotes. En essai, ils sont plus de 50. Forcément, l'effet domino, quand il y a un pilote qui tombe, vu qu'ils sont tous côte à côte, bah forcément ça provoque une catastrophe. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10. Moi je pense qu'en moto, dans les catégories jeunes, alors soit il faut qu'il y ait plus d'écart de performance entre les motos, mais c'est compliqué, vu qu'il y a peu de puissance. Donc soit il faut augmenter la puissance des motos, soit moi je pense qu'il faut limiter les pelotons. Ce sont aussi des catégories d'apprentissage. La Moto 3, Superbike 300 cm3, ce sont des catégories d'apprentissage. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à n'être que 20 sur les Grands Prix
Pourquoi en Moto 3, par exemple, on ne pourrait pas avoir des pré-qualifications? Ça pourrait avoir un intérêt. Ou peut-être plus de monde au départ, c'est-à-dire décider que voilà, on gonfle les pelotons jusqu'à 35 motos, mais qu'on fasse une course, on va dire, pour ceux qui ont été les meilleurs en qualification, et puis une course pour ceux qui ont été moins bons en qualification. Voilà, une sorte de format comme ça. Ou un format de pré-qualification, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans les 23 premiers, eh bien, tu ne peux pas participer à la course. Et encore plus en Superbike 300, c'est déjà un petit peu le cas, tout le monde ne peut pas participer à la course, ce sont simplement les 40 premiers. Mais 40 motos sur une grille de départ, c'est quand même énorme. Pour moi, le problème, c'est pas l'âge. C'est ça. Surtout que l'âge, c'est un peu un faux débat. On l'avait eu aussi en Formule 1 avec l'arrivée de Max Verstappen. Certains pilotes avaient dit il arrive trop jeune. C'est pas une question d'âge pour moi, c'est une question de maturité. Il y a des pilotes qui sont matures. Je pense à Fabio Quartararo, il était mature très très jeune. Aujourd'hui, il est champion du monde à 22 ans. Mais il était en Moto 3 avant ses 18 ans. C'était pas un pilote casse-cou, Fabio Quartararo. Par contre, vous avez des pilotes qui sont beaucoup moins matures. Beaucoup plus dangereux. Je pense à un Darrell Binder, par exemple. Darrell Binder aujourd'hui, les premières années de Darrell Binder, c'était quand même dur. Et vous en avez plusieurs comme ça. C'est vrai qu'en Moto 3, en ce moment, on les accumule, ces pilotes-là. C'est aussi le souci. Il faut aussi, je pense, que les sanctions soient plus importantes. Alors là, Honshu a pris 2 courses pour son accident au Grand Prix des États-Unis. Mais je pense que les sanctions on doit être beaucoup plus sévère sur les jeunes catégories. On doit laisser passer beaucoup moins de choses, vraiment. Alors je dis pas de faire comme en Formule 1, où à une époque on a été sur trop de sanctions, et ce qui n'apportait pas non plus énormément de choses quand il y a vraiment beaucoup trop de sanctions. Mais sur les accidents importants, je pense qu'il faut être plus sévère, surtout quand il y a une faute assez nette d'un des 2 pilotes. Et donc, vous voyez que je suis assez d'accord avec l'avis de Loris Baz, le pilote qui reviendra l'année prochaine en Superbike, pilote de talent qui cette année a fait plusieurs podiums aux États-Unis et un podium également en championnat du monde Superbike en étant remplaçant. On passe tout de suite à la note du Grand Prix. Moi, j'ai mis 16 sur 20. Alors, bon, c'est compliqué de noter ce Grand Prix-là parce qu'il y a un événement qui est historique pour la moto française avec le titre de Quartararo. Donc, c'est compliqué quand même de parler de ce Grand Prix parce qu'il va rester dans l'histoire. Il va rester dans l'histoire. Alors, je dis pas, peut-être pas 150 ans, mais il restera quand même longtemps dans l'histoire, comme le fait que Fabio Quartararo est le premier champion du monde dans la catégorie reine, soit 500, soit MotoGP. Et c'est là où ça restera dans l'histoire. Et puis, il y a eu quand même des rebondissements, la chute de Banaya, pas mal de chutes quand même sur ce week-end de course aussi, des qualifications assez folles parce qu'on retrouvait en Q1 Banaya et Quartararo et avoir par exemple un Icar Lecuona et un Petrucci qui étaient tout devant sur la grille de départ. Donc voilà, un Grand Prix assez dingue je trouve et c'est pour ça que je mets 16 sur 20. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on va commencer avec Fabio Quartararo. Fabio Quartararo qui n'a pas eu un week-end facile du côté de l'Émilie-Romagne, du côté de Misano. Qualification extrêmement compliquée, comme je le disais, seulement 15e sur la grille de départ, parce qu'en plus il y a eu un tour annulé, son dernier tour, parce qu'il y avait drapeau jaune, et là c'était totalement visible, le drapeau jaune. De toute façon, on avait déjà des doutes. J'allais en dire, David Dumain aussi avait des doutes. Et pourtant, David Dumain, ce week-end, il a été quand même à la rue. Je pense notamment sur les chutes des Ducati, sur la fameuse chute de Lecuona, qui était en fait la chute de Petrucci, la chute de Miller, qui était en fait la chute de Banaya, la première chute de Miller, qui n'était pas la chute de Banaya. Il les a toutes fait. Les dépassements qu'il n'a pas vus, notamment à un moment, c'était Alexis Spargaro, qui dépassait, je crois, Johan Mir, il ne l'a pas vu non plus. Enfin, de toute façon, David Dumain, il faudra le remplacer. Très clairement, ce qui nuit aujourd'hui, je pense, au nombre de téléspectateurs, putain, David Dumain, c'est quand même une plaie, il faut quand même le dire. Alors, il est peut-être bon en presse écrite, mais il n'est pas fait. De toute façon, je dis toujours, journalisme, radio-télé, presse écrite,
c'est totalement différent. Et presse écrite, Internet écrit, c'est également totalement différent. Ce sont 3 mondes à part. Je pense que c'est un peu le problème pour David Dumas. On passe donc à Fabio Quartararo, donc week-end difficile avec une non-qualification en Q2, ce qui était une première cette saison, un passage en Q1, ce qui était également une première cette saison, et puis des conditions qui étaient difficiles à Misano. C'est-à-dire circuit, il y a eu pas mal de chutes, circuit où il y a eu également pas mal d'humidité sur la piste aussi. Et ce qui fait que du côté de Fabio Quartararo, on le sentait, il était moins détendu que les week-ends précédents. Il y avait aussi l'enjeu. C'est vrai que jouer pour la première fois un championnat du monde, un titre de champion du monde, ce n'est pas forcément facile, même s'il a joué des titres en championnat d'Europe, c'est pas du tout la même chose. Et puis c'était il y a longtemps, quand même, il faut aussi s'en rappeler. Et ce qui fait que du côté de notre ami Fabio Quartararo, je pense que ça n'a pas aidé au week-end. De fait de se retrouver sur une piste où parfois il a été bon, parfois il a été moins bon. C'est un peu les montagnes russes. Quartararo à Misano, l'année dernière ça a été catastrophique. Il y a 2 ans c'était fantastique. Là, lors du premier Grand Prix, c'était plutôt pas mal. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis je pense qu'on lui a rabâché pas mal de fois cette semaine le fait qu'il allait être le premier champion du monde français, enfin qu'il pouvait être le premier champion du monde français. Et même s'il savait qu'il avait encore 2 autres cartouches, il voulait quand même plutôt conclure sur cette piste parce que Valence n'a jamais été un Grand Prix vraiment où il a été performant totalement. Surtout l'année dernière, ça avait été très compliqué Valence pour lui. Donc c'est pour ça que je pense qu'il voulait aussi performer sur ce week-end de course du côté de Misano. Au final, ça se passe plutôt bien en course. Il fait une très très belle remontée, 4e. C'est l'un des pilotes qui fait la plus belle remontée avec notamment Vignales aussi. Ça s'est très bien passé pour lui sur la course. Je pense surtout que sur la deuxième partie de course, je pense qu'il a très bien géré ses pneus. Et à un moment, il avait vraiment un très 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 gros rythme. Et ça, c'était vraiment très bon. Il n'a pas pris forcément un départ fantastique dans le peloton. C'est un pilote qui parfois, ça fait partie des domaines dans lesquels il doit travailler. C'est parfois, il est encore, je trouve, en peloton, parfois un peu trop tendre sur les premiers tours de course. Après, c'est peut-être aussi un problème de la Yamaha, parce que c'était ce qu'on reprochait à Vignales. On s'aperçoit que Quartararo a parfois les mêmes petits soucis. Alors après, lui, l'avantage, c'est qu'il arrive à remonter en course. Il fait des très très beaux dépassements, là, sur ce week-end de course. Je pense notamment à son dépassement, c'était sur Espargaro, où il perd la jambe du repose-pied, il la recolle sur le repose-pied, on a 250, Misano en plus, c'est pas le circuit le plus facile, il est dans la portion à pleine vitesse, vous avez l'enchaînement, je crois que c'est un triple droit à ce moment-là, et donc là, il perd le pied du repose-pied, il arrive à le recaler et à faire quand même un dépassement sur Alex Espargaro, donc ça c'est assez excellent. Et derrière, premier champion du monde français. On peut noter aussi quand même la belle résistance de Bagnaia, qui certes est tombé, mais a tout fait pour gêner quand même Quartararo ce week-end. Et il faut le souligner parce que je n'en parlerai pas plus tard de Bagnaia. Donc c'est pour ça que je voulais en parler maintenant. Et puis voilà, ça a été un très grand week-end de course pour le pilote français. Donc voilà, il faut aller saluer cette performance. Je ferai une vidéo sur Fabio Quartararo, une vidéo spéciale. On parlera de l'impact de ce titre, je pense, dans la suite de cette semaine. On continue avec Johann Zarco. Du côté de Johann Zarco, 5e place ce week-end. Johann Zarco, il s'en est plutôt pas trop mal sorti, même si la qualif n'a pas été fantastique. Il était qualifié directement, lui, en Q2. Mais il a eu un peu plus de mal sur sa qualification. Où il s'est un petit peu raté sur sa Q2, il prend que la 10e place, alors je pense qu'il était en capacité d'aller plus vite. Il a fait quand même un bon week-end de course et Ducati était en forme. Au final, le premier pilote Ducati, c'est Bastianini, lui c'est le deuxième pilote Ducati, Johann Zarco. Il a plutôt fait mal à son équipier, alors certes qui est en doute, Jorge Martin, qui pense même se faire réopérer. Mais du côté de Johann Zarco, ça s'est plutôt bien passé, ça s'est mieux passé que le week-end, je dirais, précédent pour Johann Zarco, qui était quand même sur plutôt une mauvaise passe, on le dit, sur cette deuxième partie de saison. Il a pris beaucoup moins de points que sur la première moitié de saison, ça sera
à analyser, bien entendu, en fin de saison pendant l'hiver. Pourquoi ça a été plus compliqué en deuxième partie de saison? Peut-être moins de fraîcheur physique, peut-être un petit souci dans la préparation physique du côté de Johan Zarco. Mais là, il a été très bon. Il a compris assez vite qu'il fallait suivre Quartararo. Même s'il a perdu sa roue en fait à un moment de Fabio Quartararo, il a réussi à revenir sur Fabio Quartararo, il a reperdu sa roue en fin de Grand Prix, mais quand même il finit juste derrière Fabio Quartararo. Deuxième pilote Ducati, finit quand même devant Rins, devant Espargaro, devant Marini. Il reprend la 4e place au championnat du monde. C'est plutôt un week-end intéressant pour Johan Zarco. Ça le lance peut-être bien pour les 2 dernières courses de l'année, surtout qu'on se rappelle qu'à Portimao, il avait plutôt un très bon rythme avant sa chute et son abandon cette année. On passe aux pilotes au top. Alors vous allez voir que cette semaine, pour les pilotes au top, c'est un petit peu plus particulier que d'habitude parce que en fait, il n'y a quasiment que des équipes dans les pilotes au top. Mais c'est parce qu'il y a pas mal d'équipes où on a eu 2 pilotes plutôt très performants et dont je voulais parler. Je commence avec Honda. Honda, alors certes, vous avez la victoire de Marc Marquez, mais vous avez également la 2e place de Paul Espargaro. J'ai l'impression quand même que du côté de chez Honda, cette deuxième moitié de saison est quand même meilleure. Alors certes, on a beaucoup parlé des résultats de Marc Marquez, surtout depuis sa victoire aux Sachsenring mi-juin. Mais il ne faudrait pas oublier quand même que Paul Espargaro est de mieux en mieux sur cette machine. Parce que lui aussi, depuis... alors il y a eu un passage compliqué en Autriche, mais Grande-Bretagne 5e, 13e en Aragon, 7e déjà à Misano, 10e là ici au Grand Prix des Amériques. Il a engrangé pas mal de points. Je rappelle qu'à Silverstone, il était en pole position également si je ne me trompe pas. Il enchaîne plutôt pas mal ces derniers temps pour l'Espargaro. Alors c'est toujours un petit peu en retrait par rapport à Marc Marquez parce que c'est vrai que là sur ce week-end, sur ce Grand Prix, il se prend quand même 5 secondes dans la vue. Mais voilà, il a fait une très belle course, Marc Marquez. Il a été excellent déjà parce qu'il s'est dit je vais mettre la pression un petit peu sur Miller qui ne me semble pas forcément à l'aise en ce moment. Il a fait tomber Miller, parce que pour moi, c'est Marc Marquez qui fait tomber Miller. Or, Bagnaia, c'est un petit peu différent. Il y a eu un petit peu de pression, je pense, sur les épaules de Bagnaia. En plus, c'est vrai qu'il était 2e en Italie. Pas forcément facile. On sait que c'était peut-être sa dernière chance pour le titre de champion du monde. Donc, c'est vrai qu'à domicile, c'est pas forcément facile. Et du côté de Marc Marquez, de toute manière, il avait un très grand rythme. Et est-ce qu'il ne l'aurait pas ajusté, Bagnaia, dans les 3 derniers tours, comme il avait fait avec Quartararo il y a 2 ans? Pas sûr, parce qu'il avait quand même un super rythme en fin de Grand Prix. Il tenait vraiment la baraque. Voilà, Marc Marquez, il commence quand même à être de retour. C'est une course, peut-être, c'est une victoire plus importante que les précédentes. Tout simplement parce que là, ça tourne du mauvais côté pour son bras. On le sait tous, il y a les 2 dernières courses qu'il a remportées, Aragon, Sachsenring, ce sont des circuits anti-horaires. C'est-à-dire qu'on tourne plus à gauche qu'à droite. Là, c'est le contraire à Misano. On tourne souvent à droite parce qu'on est dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est donc une victoire très importante dans la reconstruction, je dirais, Marc Marquez. Il y a encore du travail, le chemin sera encore long. Par contre, l'année prochaine, il faudra compter sur lui pour le titre parce que je rappelle qu'il a quand même déjà gagné 3 courses, qu'il est 4e au championnat du monde, alors que pourtant, il a abandonné plusieurs fois. Enfin, les 6e, championnat du monde, mais il a quand même abandonné plusieurs fois. Marquez, pardon, j'ai dit une bêtise, il avait fait 2e. J'ai dit 1er en Aragon, non, il avait fait 2e, à Motorland. Mais il avait fait déjà 4e à Misano. On sent qu'il est de retour, de toute manière, depuis quelques courses. Marc Marquez, ça se passe plutôt très très bien pour le pilote espagnol. Il va falloir maintenant trouver de la régularité, enlever toutes ces chutes, mais ce sera le travail de l'intersaison du côté de Marc Marquez. Donc Paul Espargaro, voilà, qui a fait également une bonne course. On continue avec Avintia. On peut saluer déjà la très belle qualification de Luca Marini. Luca Marini, voilà, qui s'est quand même qualifié 3e. En plus, voilà, il y avait une moto en hommage à Valentino Rossi, donc ça c'est très important. Marini qui va de mieux en mieux en qualification, qui devance depuis quelques courses maintenant, quelquefois
Enea Bastianini, son problème à Luca Marini, c'est la course. Mais il l'a dit très justement, j'ai raté ma préparation physique d'intersaison. Je ne me suis pas assez bien préparé physiquement et j'ai donc beaucoup de mal sur les deuxièmes parties de course, ce qui fait que je perds du rythme et je suis un peu plus en difficulté sur mon pilotage. Il l'a dit en interview, alors c'était pas ce week-end, c'était je crois il y a 2-3 courses déjà où il en avait parlé Luca Marini, ce qui nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'aime bien moi toujours faire des débriefs, alors pas le mercredi quand la course a eu lieu le dimanche, mais pas tout de suite à chaud, parce qu'il y a beaucoup d'informations comme ça lors des conférences, des interviews d'après-course qui nous permettent de mieux comprendre la situation de tel ou tel pilote. Du côté donc de notre ami Luca Marini, ça a été un week-end, une course un peu plus compliquée. Il a perdu du temps, du rythme. Il finit quand même 9e, c'est un top 10. Et du côté de Bastianini, c'est une bête en course. Mais c'était déjà une bête en course en Moto 2. Il est très très fort dans ces situations-là, Bastianini. Et donc, magnifique 3e place. Voilà, avec 7 secondes. C'est l'un des pilotes qui avait le meilleur rythme en course. Il faut le dire aussi à Bastianini, parce qu'il partait loin sur la grille. Il partait hop hop hop. 16e, il partait derrière Quartararo. Et il finit devant Quartararo. Mais il avait un très très grand rythme et il passe en tête du classement des débutants également Bastianini. Alors qu'on a l'impression que chez Ducati, on ne croit pas encore en lui. Ce qui est fou. Pilote italien avec quand même champion du monde Moto 2, dans une équipe intéressante et qui n'est pas la meilleure, encore une fois chez Italtrans. Là, il fait encore un énorme week-end, un énorme Grand Prix surtout. C'est pas la première fois qu'il fait ça, c'est son 2e podium de la saison. Je ne sais pas ce qu'il leur faut de plus du côté de Ducati pour croire en Enea Bastianini. Et moi, je serais Johann Zarco, je commencerai à être inquiet quand même avec Bastianini. Je poursuis avec Aprilia. Eh bien, un beau week-end dans l'ensemble pour Aprilia avec Aleix Espargaro et Maverick Viñales. Très belle remontée en course de Maverick Viñales, il faut le dire. Et pourtant, c'est pas simple pour Maverick Viñales. Il n'a pas couru la dernière course. C'est compliqué quand même. C'est son Grand Prix de retour après la mort de son cousin qui roulait dans l'équipe de son père. On est quand même dans un peu un drame familial quand même, cet accident. Et c'était donc pas facile pour Maverick Viñales de revenir. Pas facile non plus pour Aleix Espargaro, après un week-end aux États-Unis qui avait été catastrophique. Mais vraiment, il n'était pas du tout dedans. J'avais un peu peur avec ses propos. Il parlait de retraite, notamment, qui ne continuerait pas pendant encore 10 ans la MotoGP. Donc j'avais un peu peur sur sa motivation suite à ce drame également, qui l'a forcément touché, c'est son équipier. Maverick Viñales qui est dans la famille de ce mec-là. Et puis il est espagnol. Nous, on est français, ça nous a peut-être pas... la mort du Pasquier nous a plus marqué parce que c'était un francophone. Mais pour les Espagnols, c'est quand même un peu un drame quand même. Dans le championnat, même si c'est le championnat Superbike qui est plutôt un championnat anglophone quand même, c'est quand même un drame un petit peu pour les Espagnols parce que c'était un pilote qui était quand même jeune, qui avait du talent. Et puis c'est toujours difficile quand un adolescent décède. C'est toujours un petit peu compliqué à gérer. Mais du côté d'Aprilia, voilà, ça a été un beau week-end, 7e, 8e, même si Aleix Espargaro s'est plaint un petit peu de ses pneus. Et il a dit qu'il voulait en parler avec Michelin. Moi, je dirais quand même que chez Aprilia, quand on se plaint des pneus alors qu'on finit 7e, c'est qu'on voit qu'il y a eu énormément de progrès chez Aprilia cette année. Et j'espère que ça arrivera à continuer l'année prochaine, qu'ils ne feront pas peut-être la même bêtise que chez KTM où ils ont du mal à enquiller derrière. Mais il faut le dire, magnifique performance quand même de Aleix Espargaro et surtout l'énorme remontée de Maverick Viñales et encore une très belle fin de course de Maverick Viñales qui est de plus en plus à l'aise dans la machine. Il va devoir maintenant trouver du rythme sur un tour seul, sur un time attack comme on dit, sur un tour lancé. Mais ensuite, je pense que Maverick Viñales l'année prochaine devrait être performant et Aprilia l'année prochaine pour aller jouer une 3e place au championnat du monde constructeur.
et un bon classement au championnat par équipe, ça peut être très intéressant, même si je rappelle qu'ils quitteront l'entité Fausto Gresini. On poursuit et on termine avec Valentino Rossi. Pourquoi? 10e Valentino Rossi. Et pourtant, c'était un week-end compliqué pour Valentino Rossi parce que j'ai l'impression que ce week-end, il a vraiment compris qu'il prenait sa retraite en fin d'année. Il l'a annoncé, voilà, bon, ça c'est déjà un premier passage, mais vous ne réalisez pas toujours. Là, il a réalisé que c'était sa dernière course de moto en Italie, à domicile, à quelques kilomètres du ranch. Là, il l'a compris. Et je pense que donc, c'est pas facile à gérer émotionnellement, parce que tous les sportifs vous le diront, que ça soit dans la moto, mais notamment dans le cyclisme ou dans d'autres sports, en athlétisme aussi. Quand vous annoncez votre retraite et que vous arrivez dans les dernières courses ou les derniers moments importants de votre carrière, c'est toujours difficile à gérer au niveau émotionnel. Et moi, je me rappelle notamment de Christophe Moreau en cyclisme, qui avait annoncé sa retraite et qui avait vécu un dernier Tour de France assez particulier, où il était parti dans énormément d'échappées, il s'était énormément libéré. Et à l'inverse, il y a des coureurs, quand ils ont annoncé leur retraite, ça a été beaucoup plus compliqué. Soit ils ont perdu la motivation, on peut parler de Raikkonen en F1 aujourd'hui, qui a complètement perdu sa motivation. Mais parfois, c'est pas simple à gérer une retraite. De dire, voilà, ce sont mes derniers Grands Prix, après c'est terminé, plap, plap, j'en termine. Et c'est vrai que là, pour Rossi, ce dernier Grand Prix à domicile était pas facile. Il finit quand même 10e avec une qualification encore une fois compliquée, mais je pense que ça sera le cas jusqu'à la fin de saison. Là maintenant, il n'y aura pas de miracle avec cette machine. Mais il arrive quand même à un peu mieux rouler en course. Même si cette dernière année aura été quand même compliquée. Ce qui sera compliqué sur la carrière de Rossi, c'est que moi je pense qu'il a arrêté trop tard. Le problème de Rossi, c'est qu'il aurait dû arrêter, je pense, il y a 3 ans. Et que là, on s'aperçoit que sur ces 3 dernières années, ça a été quand même extrêmement difficile, 2019, 2020, 2021. Pas forcément à cause d'une perte de motivation, mais parce qu'il a juste du mal avec ses nouvelles motos et physiquement, il souffre également. On passe au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je vais essayer d'aller assez vite parce que je suis déjà à 28 minutes de vidéo. Je commence avec KTM, avec un Grand Prix compliqué pour KTM. Alors il y avait un peu que Brad Binder qui arrivait à s'en sortir ce week-end en termes de rythme. Mais en course, ça a été dur. Alors il y avait aussi en qualification la belle perf quand même de Iker Lecuona et Petrucci. Non, pardon, j'ai dit une bêtise, j'ai dit il n'y a que Brad Binder qui s'en sortait en termes de rythme. Non, il n'y a que Miguel Oliveira qui s'en sortait en termes de rythme. Brad Binder n'était pas dans le coup ce week-end. Et puis Brad Binder chute en tour de mise en grille. C'est extrêmement rare quand même. Et puis, week-end encore très compliqué pour KTM parce que même Miguel Oliveira finit loin ce week-end. Il abandonne. Brad Binder finit 11e. Il n'avait pas de rythme ce week-end, Brad Binder. Il a profité des abandons. Et puis Petrucci abandon, Iker Lecuona abandon. On voit que c'est une moto qui est quand même compliquée, qui n'a pas réussi à s'en sortir sur des conditions pourtant plus performantes le dimanche que le samedi. Je ne sais pas ce qui se passe cette année chez KTM. En plus, KTM, je dis assez régulièrement, c'est une équipe qui met 3-4 ans avant de gagner. C'était le cas en motocross, c'était le cas notamment au Dakar. Et puis ensuite, normalement, une fois qu'ils gagnent la première fois, la machine est lancée pour longtemps. Là, en Grand Prix, que ça soit en 125, en 250 ou en MotoGP, j'ai l'impression que cette théorie-là n'a jamais marché et qu'il souffre énormément. Et puis j'ai l'impression qu'en plus chez KTM, à chaque fois qu'on est en manque de performance, on veut tout changer radicalement. Et ça, c'est un petit peu une erreur, je pense. Et puis je continue avec Alex Marquez. Encore une chute, encore un rythme
très moyen pour Alex Marquez, sauf en qualification devant Nakagami, mais Nakagami cette année en qualification, pardon, c'est quand même pas exceptionnel. Il se qualifie quand même pas directement, enfin, il se qualifie pas pour la Q2 même. Et puis après en course, en une énième chute d'Alex Marquez. Cette saison, on les compte quand même, il doit être à 20 chutes, 15, je sais pas, 30 chutes cette année. Alex Marquez, j'ai pas le compteur. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop de chutes pour Alex Marquez. Oui, j'ai du mal à comprendre cette inconstance, cette irrégularité. Parce que même si je disais que son titre Moto2, sur la fin, il avait quand même souffert et qu'il avait profité d'un changement de pneus en cours de saison, un changement de type de pneus qui avait favorisé un petit peu son équipe, quand même, là, c'est pas juste un problème de rythme, c'est beaucoup trop de chutes. Et là, en MotoGP, la régularité, c'est hyper important. Il faut déjà arriver en sport mécanique. Là, si tu finis à chaque fois dans les graviers, tu ne peux pas t'en sortir. Je termine avec dernier pilote, Mir. Week-end compliqué. Alors bon, déjà, il a perdu son titre de champion du monde, mais ça, elle le savait déjà d'avant. Mais il a pris, je dirais, il a un peu tout fait de travers ce week-end. Alors, une qualification compliquée, il n'est que 18e. Faux départ. Il devait faire de longues laps et puis ensuite il renverse Iker Lecuona. Petrucci. Tiens, j'ai fait une David Dumain là. Heureusement, ils se sont bien salués avec Petrucci, ça c'était une belle image, mais il a pris le week-end dans le désordre. Assez aussi sévère et critique avec l'équipe Suzuki. Depuis quelques temps, Joan Mir, où il dit on n'a pas fait du bon boulot, on s'est reposé sur nos lauriers, les autres bossaient, pas nous. On ne sait pas quoi faire avec l'électronique. Enfin voilà, c'est des propos qui sont quand même assez difficiles du côté du pilote espagnol, pardon. Et aujourd'hui, Joan Mir, c'est quand même... Je dirais pas que c'est compliqué parce qu'il est quand même bien classé au championnat du monde. Il est 3e. Mais sur ce week-end de course-là, il n'a pas réussi à rétablir une situation qui était en sa défaveur. Et ça montre un pilote qui certes arrive à être performant, mais qui est tout le temps au maximum de ses capacités. Et c'est vrai que sur les 3 dernières courses, il fait 6e, 8e et un abandon. Donc c'est vrai qu'il est un peu plus en retrait depuis quelques courses. Et puis, pas de chance pour lui. Johann Zarco a fait une 5e place. Alors, il y a encore un petit peu d'écart entre les deux pilotes au championnat du monde, mais ça se rapproche quand même. Tiens, en parlant de championnat du monde, on va les voir tout de suite. Je vous les affiche à l'écran comme d'habitude. Alors, on a Fabio Quartararo, champion du monde pour le moment avec 267 points. Donc, Francesco Bagnaia ne peut plus le rattraper. Il a 202 points. Je pense aussi qu'il ne perdra pas sa place de vice-champion du monde parce qu'il a quand même 27 points d'avance sur Joan Mir. On retrouve ensuite Johann Zarco. Là aussi, 17 points d'écart avec Joan Mir. Donc il y a encore un petit peu... non, pas 17 en plus, je dis des bêtises. 23 points d'écart, avec Joan Mir. J'ai fait un ABC de mathématiques là. Ensuite, la grosse bagarre, c'est pour la 4e place entre Johann Zarco, Jacques Miller, Marc Marquez et Brad Binder, même si, ça fait quand même depuis quelques courses que c'est compliqué pour Brad Binder. On retrouve ensuite, un peu plus loin, Alex Espargaro, Maverick Viñales et 2 pilotes Aprilia qui vont quand même, je pense, se bagarrer pour savoir lequel des deux finira en premier au championnat. Puis, bagarre pour la 10e place entre Miguel Oliveira, Alex Rins, Paul Espargaro, ça se sépare en 2 points. On peut rajouter Asania Bastianini et Jorge Martin qui, eux, se bagarrent pour le titre de meilleur débutant. Et puis ensuite, Nakagami, Marquez, Rossi, lui, est 21e. Il y aura la bagarre pour tenter de finir devant son demi-frère, Luca Marini. On continue avec le classement constructeur. Ducati en tête avec désormais
quelques points d'avance, 12 points d'avance sur Yamaha. On retrouve ensuite Suzuki, sous la menace désormais de Honda. KTM n'est pas très loin encore quand même, 27 points. Et puis Aprilia qui pour le moment est 6e avec seulement 114 points. Et puis on retrouve ensuite Yamaha pour le classement par équipe avec 364 points qui a désormais 13 points d'avance sur Ducati. On retrouve ensuite Suzuki, Honda, Pramac, KTM, Aprilia, LCR, Avintia. Et en 11e et dernière position, Tech 3, le double abandon n'a pas fait du bien au niveau du classement pilote. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Prochaine vidéo, donc ça sera pour le Grand Prix de l'Algarve, donc ça devrait être le 8 ou le 9 novembre prochain. Il y aura d'ici là une vidéo donc, sur Fabio Quartararo et l'impact du titre de champion du monde de Fabio Quartararo. Ça sera, je dirais, en fin de semaine. On va essayer de faire ça samedi ou dimanche. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.